Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre webinaire du mois de novembre. Nous allons passer une heure ensemble. Les micros sont coupés pour éviter les bruits parasites, mais vous aurez accès au chat pour poser vos questions. Nous y répondrons bien évidemment en fin de présentation. Aujourd'hui, nous avons avec nous Philippe Granger, responsable en vente ELIAC, et Sébastien Lecoq, avant-vente chez Nutanix. Quant à moi, je suis François Lacape, le responsable du partenariat Nutanix chez ELIAC. Nous allons vous présenter pendant cette heure comment gagner en performance, agilité et maîtrise budgétaire tout en modernisant vos infrastructures grâce aux solutions logicielles proposées par l'éditeur Nutanix. Avant de commencer la présentation, je fais un zoom rapide sur le questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé par email en ce moment de la part d'ELIAC. Il comprend seulement quelques questions dont les réponses nous permettront de recueillir votre ressenti. C'est important pour nous, donc je vous remercie par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour y répondre au terme de cette présentation. Je vous fais un rapide rappel sur ELIAC en quelques chiffres. Donc ELIAC est une ESN donc 100% française. Vous retrouverez ici quelques chiffres clés. Nous sommes présents sur tout le territoire, donc au travers de 28 agences réparties sur 8 directions régionales, donc forcément une agence proche de chez vous. Nous sommes dotés bien évidemment de centres de services, de centres logistiques et de data centers. Les trois piliers d'ELIAC, notre métier est décomposé en trois piliers. Le premier, donc autour du Digital Workplace. Le Digital Workplace, c'est notre entité autour du poste de travail, dont l'objectif est de vous accompagner pour optimiser vos espaces de travail numériques en vous proposant des solutions collaboratives, agiles et parfaitement adaptées aux besoins de vos utilisateurs. Notre deuxième pilier est la partie infrastructure IT, autour du data center avec des solutions de serveurs, de stockage, de sauvegarde de vos données, tout en assurant leur cyber-résilience et leur performance. Notre troisième et dernier pilier, représenté par ELIAC Solutions, est une business unit pouvant vous proposer toute une panoplie d'offres de services autour de la cybersécurité, du cloud et des services managés. Après cette rapide présentation, je passe la main à Philippe Granger, notre responsable avant-vente nationale, qui va donc vous dérouler cette présentation. Merci à tous. Merci François, bonjour à tous. Donc très heureux de vous accueillir pour ce webinaire infrastructure. Et donc effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet et donc de vous parler de Nutanix et de tout son écosystème, je voudrais faire un petit focus pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur l'infrastructure et surtout de dégrossir un petit peu la sémantique et le champ lexical que nous allons utiliser dans cette présentation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle infrastructure, on parle bien sûr du socle matériel et logiciel qui supporte vos applications. Vos applications, la plupart du temps aujourd'hui, sont supportées sur des machines virtuelles qui tournent sur des hyperviseurs avec un petit gestionnaire, un orchestrateur autour. Quand on parle hyperviseur, bien sûr, va parler de VMware, on va parler d'HV et de Nutanix, on va parler d'Hyper-V, puis des solutions libres que vous entendez souvent parler, Vates, Proxmox et autres. Aujourd'hui, on va faire donc ce focus sur Nutanix et AHV, donc pour porter vos machines virtuelles qui portent elles-mêmes vos applications. Et ce socle logiciel que je vous présente, il s'appuie sur un socle matériel. On parle de serveur x86 parce qu'on va avoir des processeurs Intel ou AMD pour faire simple. C'est donc là où on va avoir les processeurs. Un petit réseau qui va pouvoir relier au stockage, les baies de stockage, là on va positionner les données. Et donc tout ce socle d'infrastructure, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On oppose deux architectures, le traditionnel à l'hyperconvergence. Et vraiment, on les oppose parce que c'est deux modes de pensée totalement différents. On va faire un petit focus sur les deux avant d'introduire effectivement le sujet Nutanix. L'architecture traditionnelle, elle se compose de trois niveaux. On va reprendre le petit data center, on va y positionner nos serveurs, on va y positionner le réseau, on va y positionner le stockage avec son réseau de stockage. Vu comme ça a l'air très simple. Par contre, lorsqu'on va vouloir relier un petit peu tout ça, eh bien, oui, on commence à mettre de la complexité, et puis on va multiplier les consoles d'administration, et puis
forcément, je vais avoir besoin d'une deuxième salle, un site de PCA pour la continuité d'activité ou de PRA pour la reprise d'activité. Et donc, je positionnais stricto identique, la même salle. Donc forcément, je multipliais les constructeurs, les éditeurs, les interfaces d'exploitation, les brassages et les connectiques, les différents métiers, les supports et les niveaux de support, parce que je vais avoir différents constructeurs, différents éditeurs. La complexité, vous la voyez tout de suite, c'est le maintien des connaissances de toutes ces briques, la supervision, l'exploitation de toutes ces briques. Je vais avoir différents métiers. Il y a encore quelques années, c'était des métiers bien spécifiques pour le stockage et pour le zoning, donc le réseau lié au stockage, sur le serveur, sur le réseau, des métiers totalement différents. L'évolutivité, si je veux rajouter une brique, si je veux étendre le périmètre, forcément, vous voyez avec tous les petits liens, toutes les consoles, il y a une petite complexité, il faut bien vérifier que tout marche bien. Et en même temps, si je dois tout mettre à jour, j'ai un certain nombre de matrices à vérifier, et donc les mises à jour, ça ne se fait pas juste avec un petit clic. La résilience, pour mettre une deuxième salle, je double ma complexité. Et donc, bien sûr, tout ça a un coût, et c'est rarement qu'on a toutes ces briques qui ont un coterminus sur l'engagement des niveaux de support ou sur le coût de la maintenance. Je veux maintenant parler de l'hyperconvergence. Je reprends mon petit schéma. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, je vais prendre ma partie serveur et stockage, et puis je vais les relier en une seule appliance que je vais doubler pour avoir effectivement de la résilience. Et donc là, vous voyez, d'un seul coup, j'ai éliminé pas mal de petites briques. Et si je veux faire son pendant sur le deuxième site, je vais rajouter deux autres appliances. L'avantage, c'est que je vais avoir une seule interface de gestion, un seul support pour virer toutes ces briques, un seul cycle de maintenance, puisque tout est intégré. Et donc, forcément, l'évolutivité, elle est simplifiée. Je n'aurai qu'à rajouter des nœuds. J'aurai une résilience qui est facilitée parce que j'aurai un modèle relativement simple à dupliquer. J'aurai une visibilité des coûts puisque tout sera engagé d'un seul tenant. Maintenant, je vais vous parler du software defined. Le software defined, c'est donc la partie logicielle qui va s'appuyer sur le socle matériel que je viens de vous montrer. Donc, je reprends mon hyperconvergence. Et donc, le software defined, c'est-à-dire que ce matériel, on va lui rajouter un soft, HCI, donc d'hyperconvergence, qui lui va être préconfiguré, testé en usine, ce qui va nous permettre d'avoir la garantie que ça marche. On ne va pas inventer la poudre au moment de l'intégration. Donc, ça va être de facto très facile à intégrer, puisque tout sera automatisé et prévu pour l'installation. Les cycles de mise à jour sont testés, donc quand on arrive et on fait une mise à jour de son infrastructure, c'est pareil, les modèles sont déjà testés, donc on ne va pas vers l'inconnu. La capacité native à la résilience, elle est ancrée dans le software defined et dans l'hyperconvergence. C'est fait pour être résilient et durable, très important. Donc les points clés, on consolide les équipements, on optimise les coûts, on a de la sécurisation de la résilience, on a une grosse évolutivité, un support centralisé, bref, on simplifie l'architecture et l'exploitation. Maintenant qu'on a fait ce petit préambule, je vais passer la main à mon ami Sébastien Lecoq qui va, lui, nous parler spécifiquement de Nutanix. Donc, on Bonjour à parlera de tous. l'hyperconvergence, de l'hyperviseur et bien sûr du gestionnaire. Vas-y, Sébastien. Pardon, excuse-moi. Bonjour à tous. Merci Philippe, merci Eliette pour cette invitation. Donc effectivement, je suis avant-vente chez Nutanix et je vais vous expliquer quel est l'objectif de Nutanix, comment ça fonctionne et quels sont les moyens qu'on met à disposition de nos clients pour atteindre les objectifs que je vais évoquer. Tout d'abord, pour commencer, en préambule, simplement vous expliquer quelle est la vision de Nutanix. L'idée de Nutanix, c'est vraiment de rendre invisible l'IT, le data center, le cloud, pour faire en sorte que les équipes IT se focalisent sur les applications et les données. Pour ça, on a développé une couche logicielle. Vous avez entendu parler de la partie HCI précédemment. On a développé une couche logicielle qui s'appelle la Nutanix Cloud Platform, dont le but est de vous permettre d'être capable d'exécuter toutes vos applications, quel que soit le type de ces applications, qu'elles soient plus ou moins gourmandes en ressources, et de les exécuter n'importe où, que ce soit dans votre data center ou dans le data center de quelqu'un d'autre, que ce soit du cloud public, un service provider. Et quand je dis dans votre data center, ça peut très bien être sur un site central ou sur des sites distants. Donc la finalité, c'est d'avoir une plateforme unique pour exécuter toute application où vous le souhaitez. Juste quelques chiffres sur la slide d'après concernant Nutanix.
Alors, merci. Voilà, juste quelques chiffres hein, en synthétique. C'est une entreprise donc, qui a été fondée en 2009. On a plus de 15 ans d'existence aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires de l'année dernière qui est de plus de 2 milliards de dollars, plus de 27 000 clients dans le monde et tout type de clients, pas que des clients de type grandes entreprises. On va de la PME jusqu'aux grandes entreprises. Ce qui nous fait aussi avancer, et c'est un élément vraiment différenciant par rapport à la concurrence, c'est la satisfaction de nos clients, tant dans les produits qu'on va livrer que dans le support qu'on va mettre en face en cas de problème sur les solutions Nutanix. Et pour évaluer cette satisfaction, on fait appel à un score qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce NPS, mais peut-être sans même le savoir, vous l'avez déjà utilisé, puisque c'est un score qui est vraiment dédié à l'IT. Ça existe dans tous les domaines d'activité. Dès que vous faites appel à un service, bien souvent, derrière, le fournisseur du service que vous avez utilisé vous envoie une enquête de satisfaction avec une échelle graduée de 0 à 10 pour évaluer la qualité globale du service que vous venez de consommer. Ça, c'est typiquement le Net Promoter Score. Et sachez que une note entre 0 et 6, vous êtes considéré détracteur du service que vous avez consommé. 7, 8, vous êtes neutre. 9 ou 10, vous êtes promoteur du service. On fait la moyenne des promoteurs, la moyenne des détracteurs. La différence entre les deux, ça donne un score qui va de plus 100 à moins 100. Et Nutanix, on est à plus de 90 depuis 10 ans. Et si on s'était vu 10 ans en arrière, on faisait à l'époque qu'une couche d'hyperconvergence. Aujourd'hui, sur un cluster Nutanix, on peut déployer tout un tas de services additionnels comme on le ferait dans un cloud public. Et pour autant, notre qualité de service n'a pas diminué au fur et à mesure de ces années. On est resté à un niveau de satisfaction très très haut. C'est du jamais vu dans l'IT. On adresse différents types de clients dans tous les domaines possibles et imaginables. On est connu pour une technologie qui s'appelle l'hyperconvergence, hein, ce qu'on représente sous le trigramme XCI, tout simplement parce que cette technologie est arrivée avec les solutions Nutanix dans le domaine, j'allais dire, grand public, accessible à tout le monde. Mais vous allez voir qu'on sait faire aussi autre chose chez Nutanix. Slide suivante, merci. L'idée première de Nutanix, c'est de vous permettre d'apporter les bénéfices d'un cloud public dans votre infrastructure. Il y a 4 gros piliers qui pilotent tous nos développements. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Rapid Time to Market. Pardon pour l'anglicisme, mais il n'y a pas réellement de mots français pour dire la même chose. Il n'y en aura pas beaucoup dans la présentation, mais celui-là, on a tenu à le garder. L'idée du Rapid Time to Market, c'est la capacité de déployer une application en quelques minutes, sans avoir à dépendre de prérequis, réseau, stockage, etc., qui ne sont pas gérés par l'admin IT. Du fait de la convergence de l'ensemble des ressources, on peut faire ça rapidement. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les opérations one-click. On entend par là la simplicité. La philosophie de Nutanix, et c'est notre leitmotiv dans toute l'implémentation de nos solutions au niveau des interfaces et des fonctionnalités, c'est de faire en sorte que tout soit accessible le plus facilement possible, que pour faire une opération, on ait le moins de clics possible à réaliser pour arriver à son but. Et finalement, cette simplicité, elle va aussi permettre à l'équipe IT de moins avoir à consacrer du temps sur la gestion de l'infrastructure, mais plutôt de se focaliser sur comment provisionner des nouveaux services au métier. Troisième pilier, c'est celui du paiement à l'usage. Lorsqu'on dimensionne un cluster Nutanix, on le dimensionne au plus juste. On évite de faire du surdimensionnement, et ça, on peut le faire justement de par l'architecture de l'hyperconvergence dont on parlera après. Mais voilà, on se cale sur vraiment le besoin en termes de ressources IT à l'instant T et éventuellement les projets à court ou moyen terme qui sont prévus pour les englober dans ce dimensionnement. Et du coup, l'investissement à réaliser, il est pour exactement ce dont on a besoin. On ne va pas avoir à acheter du matériel supplémentaire qui ne sera pas utilisé dans les premières années
et pour lequel on aurait quand même un investissement en CAPEX, plus de la maintenance, de l'énergie, etc., etc. Encore une fois, on dimensionne au plus juste et on est facturé pour ce dont on a besoin réellement. Le quatrième pilier, c'est celui de l'innovation continue. Je vous ai parlé de la couche Nutanix Cloud Platform en parlant d'une couche logicielle. Chez Nutanix, toute l'intelligence, elle est fournie par cette couche logicielle, ce qui nous permet de pouvoir très facilement proposer des nouvelles fonctionnalités par la simple mise à jour de la couche logicielle en question. Le principe de l'hyperconvergence, c'est vraiment de reposer sur des briques élémentaires les plus simples possibles, les serveurs x86, avec, comme on l'a vu, du stockage, du compute, CPU, RAM, rien de spécifique matériellement parlant, et encore une fois, toute l'intelligence et toute l'innovation va être apportée par la couche logicielle Nutanix au-dessus. Donc, comme je vous le disais, Nutanix, on s'est fait connaître par l'hyperconvergence. On a été le pionnier de l'hyperconvergence pour l'ensemble des entreprises. Ça existait chez les hyperscalers, chez le cloud public, et les gens qui ont fondé Nutanix sont des gens qui ont fait leurs armes chez ces hyperscalers, qui ont développé ces technologies chez les hyperscalers, les Amazon, Azure, GCP, etc., et qui ont vu l'intérêt qu'il y avait à déployer ce type d'architecture hyperconvergente, et qui se sont dit, on va créer une solution et la rendre disponible pour l'ensemble des entreprises. Donc on a été pionnier sur cette partie-là et sur le fait qu'on supprimait les silos IT, qu'on consolidait les data centers, qu'on apportait toute cette simplicité pour pouvoir gérer l'infrastructure comme un cloud privé en mode one-click. Aujourd'hui, chez Nutanix, on a étendu bien sûr notre portfolio au-delà de l'hyperconvergence en apportant la capacité à déployer des services additionnels au-dessus de l'hyperconvergence. Je vous en présenterai quelques-uns un petit peu plus loin, mais aussi de rendre cette hyperconvergence disponible dans plusieurs clouds et pas que dans le cloud privé de nos clients, mais aussi chez des hyperscalers, chez des partenaires hébergeurs qui peuvent vous mettre à disposition un cluster Nutanix et vous permettre de faire de l'hybridation, d'aller consommer de la ressource soit chez vous, soit chez le cloud de quelqu'un d'autre, tout en gérant tout cela de la même manière, avec la même console, puisque c'est la même technologie sous-jacente, et vous permettre derrière, éventuellement, de migrer des charges de travail d'un cloud privé vers un cloud public, d'un cloud public vers un cloud privé, d'un cloud public vers un autre cloud public, sans avoir ce qu'on appelle de vendeur lock-in. On n'est pas verrouillé sur un cloud spécifique, tout ça étant simplifié par la Nutanix Cloud Platform, la couche logicielle dont je parlais précédemment. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui sur du cloud privé, on peut le faire aussi sur du cloud public et le faire sur les deux si on le souhaite, en fonction des cas d'usage que vous avez à adresser. Donc on pourrait très bien effectivement avoir une architecture locale chez le client et puis avoir du Nutanix chez Eliac, par exemple. Exactement, que ce soit dans une topologie actif-actif avec une production des deux côtés et chaque site étant secours l'un de l'autre en cas de panne, ou quelque chose de plus actif-passif, un cluster de production en on-premise et un cluster de disaster recovery chez Eliac qui nous permet de basculer en cas de souci. Encore une fois, la couche Nutanix étant la même des deux côtés, tout ça s'administre depuis la même console et exactement de la même manière. On va passer à la slide suivante. Alors, ça va reprendre Oui, pardon. Vas-y. Ah, pardon, excuse-moi. Ça va reprendre un peu ce qui est évoqué en préambule de cette présentation, à savoir comment fonctionne l'hyperconvergence. Là, on est sur une infrastructure 3 tiers classique. On a vraiment la partie serveur, la partie réseau de stockage et la baie de stockage en bas avec ces deux contrôleurs. Vous voyez les 5 icônes qui représentent les disques, les deux contrôleurs de stockage et puis les serveurs, tout ça étant connecté par du réseau de stockage. L'idée de l'hyperconvergence, c'est d'éliminer le stockage centralisé. Encore une fois, les gens qui ont créé Nutanix ont fait leurs armes chez les hyperscalers. Dans les grands data centers des hyperscalers, vous ne trouvez pas de baie de stockage. Pourquoi? Parce que qui dit baie de stockage dit une certaine capacité, que ce soit en volumétrie ou en performance, en IOPS qu'elle va pouvoir absorber.
À partir du moment où on a atteint la capacité maximale, soit d'un point de vue espace de stockage, soit d'un point de vue performance, il faut passer à un modèle de baie supérieur, vous déployez une autre baie, et donc accroître la complexité d'administration de l'infrastructure. Donc l'idée de l'hyperconvergence, c'est ce stockage centralisé, entre guillemets, on va le virtualiser. Mais il y a toujours besoin de stockage. Donc si on avance dans l'animation, vous allez voir que ce stockage, il va se déporter de la baie de stockage vers les serveurs. On a du stockage interne qui est du disque soit mécanique, soit disque flash, que ce soit SSD ou NVMe. Peu importe, et on peut avoir des configurations hybrides, mais en tout cas, il est local à chacun des serveurs. Reste la partie contrôleur de stockage. Là aussi, cette partie, on va la déporter, on va l'amener au niveau des hyperviseurs via ce qu'on appelle chez Nutanix la CVM, la contrôleur VM. Ça n'est ni plus ni moins qu'une machine virtuelle spécifique développée par Nutanix qui possède l'intégralité du stockage et l'ensemble des CVM entre elles communiquent et créent une sorte de stockage virtualisé qu'on va présenter aux hyperviseurs qui vont pouvoir consommer ce stockage centralisé pour y déposer des machines virtuelles et les exécuter. Et il y a d'autres usages possibles de ce stockage centralisé. Vous le voyez, il n'y a plus du coup cette partie stockage centralisé, donc on élimine différentes briques du millefeuille technologique des architectures classiques et on ne repose que sur des serveurs x86 standards classiques, ce qui nous permet, quand on veut faire évoluer l'infrastructure, de simplement soit rajouter des ressources dans les nœuds, s'il y a des emplacements disponibles, soit rajouter des nœuds supplémentaires en fonction du besoin. Et donc, on dimensionne au plus juste, et s'il y a des besoins, après 2 ans de vie de l'infrastructure Nutanix à adresser, on peut rajouter de la ressource dans les serveurs ou rajouter un serveur supplémentaire pour faire grossir son cluster Nutanix. Deuxième avantage, on a tout un tas de mécanismes dynamiques pour faire en sorte qu'il y ait de la performance sur ce cluster Nutanix. Et finalement, tous les nœuds vont participer à cette performance. Je dirais même tous les disques. On répartit l'intégralité de la volumétrie sur l'ensemble des disques, sur l'ensemble des nœuds. Donc on a quelque chose de très performant puisque chaque nouveau nœud vient aussi avec une contrôleur VM. Donc c'est aussi de la puissance de stockage en termes d'IOPS supplémentaires pour adresser les besoins des machines virtuelles. Donc tout est fait pour apporter cette performance. Efficacité et simplicité. Donc on a tout un tas de mécanismes de redondance, et j'en parlerai un petit peu plus loin pour détecter de manière proactive la panne de certains composants et éventuellement évacuer des machines virtuelles de manière proactive pour éviter d'avoir un impact sur la production. Il y a des mécanismes d'optimisation des ressources qui sont là pour monitorer l'usage qui est fait de l'ensemble des ressources, que ce soit compute ou stockage, et déplacer éventuellement des charges de travail, des machines virtuelles d'un nœud à un autre pour optimiser tout ça. Donc ça, c'est relativement classique, mais on sait très bien le faire. Résilience et protection, c'est pas parce qu'on n'a plus de baies de stockage qu'on n'a pas de protection de tolérance à la panne. Chaque donnée qui est écrite sur le cluster Nutanix est au moins présente 2 fois, voire 3 fois, pour proposer des tolérances de panne à un nœud ou 2 nœuds simultanés et faire en sorte qu'on ait toujours de la disponibilité de la donnée et du service et donc des applications pour les utilisateurs. Donc on parlait évolutivité d'un cluster Nutanix et design au plus juste au moment où vous faites le choix de cette hyperconvergence. Là, on imagine un cluster à 3 nœuds qui ont tous du stockage et des ressources de compute. Ça nous donne une certaine capacité en termes de calcul d'espace de stockage et de performance de stockage, d'IOPS. Si à un moment donné, on a besoin d'accroître les ressources du cluster, on va le faire en ajoutant un ou plusieurs nœuds supplémentaires. Ça peut être des nœuds complètement identiques aux nœuds qui sont déjà dans le cluster,
mais du fait que ça peut arriver 2, 3 ans, 4 ans après le premier déploiement du cluster initial, peut-être que les modèles de machines ne sont plus présents et c'est des nouveaux modèles. Et il n'y a aucun souci à mixer les modèles de machines différentes dans un même cluster Nutanix. Et pour le coup, on peut choisir si c'est des machines plutôt orientées à la fois calcul et stockage, ou uniquement du stockage, ou uniquement du calcul, et faire grandir son cluster sur un axe bien précis en fonction du besoin qui est lié à l'évolution du système d'information. Bien sûr, on a un rééquilibrage automatique à la fois des données et des ressources qui va se faire, j'entends par là des machines virtuelles, sur l'ensemble des nœuds du cluster. Donc là, effectivement, on a vu que au plus on a un ajout de nœuds, au plus on va gagner en performance, en résilience, et on va pouvoir optimiser donc au plus juste du budget, comme tu l'as très bien expliqué, commencer exactement aux besoins et grossir au fur et à mesure des besoins des applications. Et justement, tout à l'heure, si vous vous rappelez le petit schéma, on parlait vraiment de cette partie hyperconvergence qui est la partie basse. On va remonter d'un cran pour avoir ce qui va pouvoir gérer les machines virtuelles et qui va pouvoir orchestrer un petit peu tout ça. Et ça s'appelle Nutanix AHV. AHV, ça veut dire Acropolis Hypervisor. Vous l'avez compris par le nom, c'est un hyperviseur. Chez Nutanix, on a très vite compris que l'hyperviseur, c'était une commodité. Aujourd'hui, on ne se pose plus de la question de savoir si on va virtualiser ou pas. Dans plus de 98% des cas, c'est une machine virtuelle. Je vous parle de quelque chose qui a déjà 11 ans, 11 ans en arrière, où on a créé AHV. C'est un hyperviseur complètement développé par Nutanix sur une base KVM qu'on a enrichi de toutes les fonctionnalités qu'on est en droit d'attendre d'un hyperviseur lorsqu'on veut l'utiliser dans un cadre d'entreprise, que ce soit en fonctionnalité de tolérance à la panne, de répartition de charges, mais aussi tout ce qui va être administration et simplicité d'administration. C'est aussi sur cet axe-là qu'on a développé AHV et la console qui permet de l'administrer. Et on a souhaité aussi en faire un hyperviseur qui est capable de répondre à tous les besoins en termes de charge de travail. Aujourd'hui, je prends un cas extrême volontairement, vous pouvez faire tourner du SAP HANA sur de la AHV. C'est certifié pour ce type d'application. Et on a plus de 1300 solutions, que ce soit des solutions de type SAP HANA ou des solutions de backup, des solutions de monitoring, des solutions de sécurité qui supportent officiellement AHV, qui supportent leurs solutions sur AHV. Donc ça veut dire que la transition vers AHV ne se fera pas au déficit de certains choix technologiques que vous pouvez avoir fait sur les domaines que j'évoquais, comme la sauvegarde, la sécurité ou autres. C'est complètement intégré à notre solution. Donc toute la partie hyperconvergence, y compris l'hyperviseur AHV, se gère depuis une seule et unique console dont on parlera après. Et justement, Sébastien, on parle d'AHV, mais aujourd'hui, la plupart, on est empêtré dans des problématiques de relevement de licence. On a peut-être un vieil hyperviseur, on a peut-être des problématiques, on va rentrer dans le vif du sujet, de VMware avec une explosion des coûts et la complexité d'évolution aujourd'hui vers ces nouvelles versions. Donc, OK, je peux prendre le parti d'aller sur AHV. Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour migrer? Alors, il y a des outils qui sont là pour ça. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui est fourni par Nutanix, qui s'appelle Nutanix Move. Il porte très bien son nom. L'idée, c'est d'être capable de migrer des workloads, des machines virtuelles, depuis une source vers une destination. Et bien évidemment, AHV est une des destinations possibles. Et parmi les sources possibles, vous allez retrouver Hyper-V, ESXi. On sait même transférer vers AHV des machines virtuelles qui s'exécutent sur du cloud public, comme de l'AWS ou de l'Azure. Bien sûr, comme la plateforme source est différente de la plateforme destination, le processus Nutanix Move est là pour transférer les données avec un mécanisme de première réplication à chaud et puis d'incrémentiel qui permet vraiment d'avoir un temps d'arrêt de service
très très court, mais il y a aussi une partie conversion de la machine virtuelle, puisque cette machine virtuelle s'exécutait peut-être sur un ESXi avec du matériel virtuel VMware. Quand on la transfère vers AHV, elle va s'exécuter sur un matériel virtuel qui est celui d'AHV, ce qui veut dire que l'operating system qui est dedans, il faut qu'il soit capable de détecter le matériel virtuel avec les bons drivers, etc. Et Nutanix Move fait vraiment le transfert de données plus la conversion de la machine virtuelle sur l'environnement destination, à savoir Nutanix AHV. Donc voilà, c'est un des outils qui est à disposition de nos clients pour faire facilement cette migration vers Nutanix AHV. Ok, et là maintenant on va parler un petit peu des outils et de Alors l'orchestration ou du je gestionnaire. parlais d'AHV et je disais à l'instant que ce soit l'hyperviseur AHV ou la partie hyperconvergence, tout ça se gère depuis une seule et même console. Elle s'appelle Prisme Central. L'idée, c'est depuis un navigateur web d'avoir une vue de l'ensemble des ressources Nutanix que vous avez dans votre système d'information. Et quel que soit l'emplacement de ces ressources Nutanix, ça peut être du cluster sur un site central, sur des sites distants, hébergé chez Eliac, hébergé chez un hyperscaler. Vous voyez tous les clusters depuis le même endroit et vous allez pouvoir bien sûr administrer ces différents clusters. Vous voyez aussi la notion multi-hyperviseur. On vous a parlé d'AHV à l'instant, mais les clusters Nutanix peuvent être aussi exécutés avec d'autres hyperviseurs. Et là, encore une fois, peu importe l'hyperviseur, on saura l'administrer, le gérer depuis ce point central unique qui est Nutanix Prisme Central. C'est du 100% HTML5, donc navigateur web, et pour le coup, c'est là où on se rend compte de toute la simplicité qui a été apportée par Nutanix dans la gestion d'une infrastructure. Il y a tout un tas de tâches élémentaires qui sont relativement complexes à réaliser quand on est sur une infrastructure 3 tiers, qui vont se faire en quelques clics lorsqu'on bascule sur du prisme central. On va parler entre autres des mises à jour, puisque j'en parlais tout à l'heure en préambule. Alors, c'est vraiment l'exemple typique de cette philosophie one-click. Vous l'avez compris, le terme one-click, c'est un petit peu marketing. Il n'y a pas qu'un clic derrière, mais en tout cas, il y en a très très peu. Si vraiment je devais faire le parallèle entre une infrastructure 3 tiers et une infrastructure Nutanix au niveau des mises à jour, sur du 3 tiers, il faut croiser des matrices de compatibilité dans tous les sens entre les firmwares des contrôleurs de stockage, les firmwares des switches, les firmwares des cartes HBA, le BIOS, l'hyperviseur. Il faut aller chercher sur les différents sites quoi est compatible avec quoi, dans quel ordre je vais faire ma mise à jour, quel va être éventuellement l'impact sur mon infrastructure. Si je mets à jour mon hyperviseur, quel est l'impact sur les applications, etc. L'idée de Nutanix, c'est de simplifier tout ce processus. Parce que s'il est complexe, l'effet de bord que ça a, c'est qu'on a tendance, en tant qu'admin IT, à repousser le plus possible cette phase de mise à jour, parce que ça devient un projet à part entière, ça demande énormément de temps, on ne va pas le faire autant de fois qu'on voudrait le faire dans l'année, du fait du temps que ça va prendre. Nous, on a voulu simplifier complètement ce process. Quand vous avez une infrastructure Nutanix, il y a un outil qui s'appelle LCM, Lifecycle Manager, dont le but, c'est de faire la mise à jour de l'intégralité du cluster Nutanix. Ça sous-entend à la fois les mises à jour côté firmware, de tout composant matériel à l'intérieur des serveurs, que ce soit le contrôleur disque, le BIOS, la carte de management, les firmware des disques, j'en passe et des meilleurs, les cartes réseau, etc., etc. Mais aussi toute la stack logicielle, que ce soit l'hyperviseur, la couche Nutanix, ou les différents add-ons que vous pouvez implémenter sur un cluster Nutanix, tout ça va se mettre à jour depuis un seul point centralisé. Et c'est l'outil LCM qui va aller collecter les bons drivers. Tout ça est publié directement par les constructeurs sur des serveurs Nutanix. L'outil LCM va chercher les bons drivers, les bonnes mises à jour, enfin déjà fait l'analyse de toute l'infrastructure pour savoir ce que vous avez comme version et comme matériel et comme, quand je dis version, c'est version software ou firmware de l'ensemble des composants. Il sait ce qui est disponible côté serveur Nutanix et donc derrière vous n'avez plus qu'à dire qu'est-ce que vous voulez mettre à jour, l'intégralité de l'infrastructure ou juste les firmware, juste la partie software. Vous cochez donc les cases de ce que vous voulez mettre à jour suivant et vous laissez le processus se dérouler. C'est
LCM qui sait dans quel ordre appliquer les mises à jour et qui va avancer serveur par serveur. On fait la mise à jour, on évacue les machines virtuelles vers les serveurs, on fait les mises à jour firmware, software dans le bon ordre. Tout ça redémarre, on check que l'état de santé de la machine est correct au regard des standards Nutanix. Et si c'est correct, on passe à la machine suivante et on met à jour comme ça l'intégralité de son cluster de manière très simplifiée. Comme tu dis, on est dans l'efficience du processus parce que ça nous évite le travail préparatoire de vérifier toutes les matrices, puisque le matériel et la partie logicielle rassemblée, donc tout est conçu, et les montées de version s'adaptent au matériel. Ça nous évite les fameux 2-3 week-ends d'affilée pour faire toutes les dépendances les unes après les autres et tout vérifier. Et puis, tu l'as dit, c'est Lifecycle s'occupe de tout. Donc, s'il y a un souci qui pourrait arriver, le retour arrière, il est déjà inclus dans le processus. On n'est pas obligé de tout reconstruire, de tout repartir et d'annuler. On est vraiment sur quelque chose qui réduit vraiment l'exploitation à juste quelques clics. Je mets à jour et j'attends que tout se passe bien parce que tout se passe bien. C'est vraiment, ça marche. C'est ça ce qu'il faut se dire aussi. Et c'est aussi bénéfique en termes de sécurité parce que plus on repousse une mise à jour, plus on repousse aussi l'application de correctifs qui viennent corriger les failles de sécurité. Le fait de pouvoir rapidement et autant de fois qu'on le souhaite faire ces mises à jour sans impact sur la production, avec la facilité qu'on vient d'évoquer, ça permet aussi de maintenir à jour son système d'information vis-à-vis des correctifs qui sont publiés par les différents constructeurs matériels ou éditeurs logiciels. Et donc, là, maintenant, on va parler des différents cas d'usage. Tu parlais tout à l'heure, on avait de différents types d'applications. Et donc, ça couvre énormément de use cases. Oui, alors il y a énormément de use cases, je vais les évoquer juste après. Ouais. Je voulais juste, avant ça, illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure par le fait d'ajouter des services additionnels sur un cluster Nutanix. Un cluster Nutanix, il faut vraiment le voir comme une plateforme de services. Vous avez au centre de la slide le cluster Nutanix qui va avoir un ensemble de fonctionnalités. Bien évidemment, dans la grande majorité des cas, le cas d'usage le plus courant, c'est l'exécution de machines virtuelles via l'hyperviseur AHV. Je devrais dire même l'exécution d'applications, qu'elles soient au format machine virtuelle ou au format conteneur. On voit de plus en plus en France arriver d'applications soit uniquement disponibles au format conteneurisé, soit par les équipes développement interne aux entreprises des besoins sur le déploiement de clusters de type Kubernetes et d'applications conteneurisées. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur un cluster Nutanix. Vous pouvez héberger à la fois de la machine virtuelle et du conteneur. On est capable de déployer toute la stack qui permet de faire tourner des conteneurs et surtout la mettre à jour. Vous vous rappelez, on a parlé de LCM, mettre à jour les clusters Kubernetes sous-jacents aux applications conteneurisées, ainsi qu'un ensemble d'add-ons à Kubernetes pour pouvoir exploiter ces conteneurs, les superviser, les sauvegarder, etc., etc. Tout ça va être inclus dans la stack Nutanix. La seule chose à laquelle on a à penser, c'est quelles sont mes applications que je veux faire tourner dessus. Donc voilà, on peut faire tourner de la machine virtuelle, du conteneur. On a la capacité à faire du stockage unifié, ce pool de stockage qui sert à alimenter les hyperviseurs pour poser des machines virtuelles dessus. On peut très bien aussi en prendre une partie et déployer du stockage unifié de type serveur de fichiers Windows SMB ou Linux, Unix, Mac, NFS, donc de créer des partages, etc. Du stockage de type objet, accessible via du protocole S3, du stockage en mode bloc, accessible en iSCSI pour alimenter éventuellement des serveurs physiques. Je prends le cas le plus courant qu'on a, c'est une base de données Oracle qu'on n'a pas virtualisée à cause du licensing Oracle qui reste en physique, mais qu'on a besoin d'alimenter en termes de stockage avec quelque chose de performant, de répliqué sur un site de secours et hautement disponible. Et ben, on va provisionner un volume sur le cluster Nutanix qu'on va présenter à ce serveur physique Oracle en ISCSI. On peut mettre en place un outil de gestion de base de données as a service.
qui va gérer tout le cycle de vie des bases de données qui vont s'exécuter sur le cluster Nutanix, que ce soit le déploiement de la base, le clonage, si on a des environnements de test and dev, pré-prod, prod, etc., etc., de faire des rafraîchissements de bases de données. On a aussi toute une stack pour exécuter les modèles d'intelligence artificielle. Là encore, c'est un peu Très à la comme les mode. conteneurs. C'est assez complexe de déployer toute la stack qui Oui. permet d'exécuter un modèle d'IA. Ça demande des compétences bien spécifiques. Sur un cluster Nutanix, c'est un peu comme un iPhone où on coche la case et cette stack se déploie automatiquement et va aussi être mise à jour de manière complètement automatisée par la partie LCM. Sur tout ce que je vous présente ici, ce sont des fonctionnalités qui sont couvertes par ce LCM. Ça veut dire que tant dans la phase de déploiement que dans les phases de mise à jour, c'est géré par Nutanix, c'est complètement automatisé et c'est complètement simplifié. Et puis voilà, on a toute cette capacité à faire de l'automatisation. On peut avoir une gestion des coûts, des fonctionnalités de sécurité un peu plus poussées, comme la microsegmentation. Et gardez bien en tête que tout ça, c'est valable pour un cluster Nutanix, quel que soit l'endroit où ce cluster Nutanix se trouve, qu'il soit hébergé dans votre propre data center ou chez un hébergeur ou dans un cloud public. C'est le même cluster, c'est le même socle logiciel, donc la même capacité à déployer les services additionnels de la plateforme de services Nutanix. Du coup, ça me permet d'évoquer les cas d'usage parce que vous avez vu ce qu'on couvre en termes de services additionnels. Bien évidemment, tout ça est entre guillemets à la carte en fonction du besoin que vous voulez adresser. Vous déployez les services dont vous avez besoin et vous mettez sous licence les services dont vous avez besoin. Ce qui permet à cette couche Nutanix d'adresser vraiment différents cas d'usage. Ça peut être à destination de clusters qui sont faits pour exécuter des applications critiques de votre entreprise. J'entends par là des applications qui vont demander énormément de ressources, qui vont être sensibles à la latence. Ça peut être pour des environnements de type VDI, poste de travail virtualisé à destination des clients. Ça peut être aussi pour des sites distants, que ce soit des points de vente, des usines de fabrication ou autres réparties un petit peu partout en France ou dans le monde. Finalement, ce qui va différencier ces différents cas d'usage, c'est pas la couche logicielle Nutanix, elle va être identique, elle va s'administrer de la même façon, c'est les ressources matérielles sous-jacentes que vous allez mettre. Sur un site distant, on va peut-être déployer un cluster Nutanix à un nœud avec quelques machines virtuelles, peut-être aussi un serveur de fichiers géré par le cluster Nutanix parce qu'on a des besoins qui avant étaient adressés par un NAS sur ce site distant. Et là, on va tout centraliser dans le cluster Nutanix et tout administrer de la même façon. Bien sûr, il y aura très peu de ressources compute, très peu de ressources stockage, probablement comparé à un site central où on a ces grosses applications critiques, ces bases de données, pourquoi pas des conteneurs, où là, effectivement, on va déployer les clusters à plusieurs nœuds avec plus de ressources, peut-être du full flash en termes de disque, alors qu'on sera en hybride sur un autre cas d'usage comme du big data, où on va chercher plutôt du capacitif versus de la performance. Donc voilà, tous les cas d'usage peuvent être adressés par du Nutanix. C'est vraiment le besoin évoqué et le dimensionnement derrière qui permettra de bien répondre à ce cas d'usage. Qui s'adaptera aux besoins réels, la bonne taille de t-shirt, qu'on aime bien dire, sur les besoins effectivement de vos infrastructures. Dernier slide. Ce qu'on aime aussi chez Nutanix, c'est la liberté de choix. On laisse cette liberté à nos clients, que ce soit pour la partie matérielle. Vous avez ici quelques exemples des plus grands constructeurs avec lesquels on travaille. La liste est non exhaustive, en tout cas sur cette slide. Le choix aussi éventuellement de l'hyperviseur, même si tu l'évoquais, Philippe. Aujourd'hui, la grosse problématique que rencontrent tous nos clients, c'est de sortir de VMware pour les raisons qu'on connaît. Et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, aujourd'hui, c'est 88% des plateformes Nutanix sont déployées avec AHV. On se serait vu un an en arrière, c'était à peu près aux alentours des 70%. Voilà, l'annonce de Broadcom a un peu bouleversé tout le monde et a accéléré la transition de nos clients vers AHV.
même si, dans les faits, si vous regardez sur le site de Nutanix, vous verrez qu'on supporte SXEI, on supporte Hyper-V comme hyperviseur de notre plateforme d'hyperconvergence. Mais effectivement, ça fait beaucoup de sens d'aller vers AHV quand on va vers du Nutanix. Le choix du fournisseur de cloud, ELIAC, OVH, Azure, AWS, voilà, vous pouvez mixer les clouds, du cloud privé, du cloud public, vous l'avez compris. Le choix de la plateforme de conteneurisation, on fournit un système de conteneurisation sur un cluster Nutanix. Maintenant, si vous voulez faire du Red Hat OpenShift, du Rancher, du Kubernetes à votre propre sauce, libre à vous de le faire. On a des partenariats technologiques avec tous ces éditeurs et qui garantissent le support de leurs solutions sur une plateforme Nutanix avec AHV. Et puis, chez Nutanix, tout est API, donc on peut tout piloter au travers d'appels API, que ce soit via des outils comme Terraform ou Ansible pour déployer automatiquement un cluster sur un site distant sans avoir à rien toucher, ainsi qu'éventuellement le déploiement de toutes les machines virtuelles qui viennent derrière. Voilà, on peut tout automatiser à souhait sur un cluster Nutanix. Donc en fait, peu importe l'écosystème actuel de nos auditeurs, peu importe les applications qu'ils ont, Nutanix est une cible privilégiée et je dirais peu, mais répond à tous leurs besoins. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, on a fait cette présentation générique. Maintenant, je vais vous présenter quelques cas d'usage effectivement que nous avons pu traiter au sein d'ELIAC sur les solutions Nutanix. J'ai 3 petits projets vraiment rapidement à vous décrire et après on aura une petite dizaine de minutes pour avoir des questions-réponses auxquelles Sébastien et moi-même pourrons répondre. On va parler d'un centre hospitalier, d'un établissement privé qui cherche à centraliser un petit peu ses différentes succursales et puis un petit projet dans une université bien particulier. Alors, notre centre hospitalier, il avait un renouvellement d'infra, il voulait sortir de VMware parce qu'aujourd'hui, il prenait plus 50% sur sa facture avec un engagement limité à l'année, peu de visibilité, des coûts exponentiels. Il avait besoin également de refaire sa sauvegarde, surtout avec la protection qui était dans le cadre des projets CARE que nous adressons à travers nos différents lots, dont le RESA. Apporter une certaine résilience et surtout, voilà, on en a parlé, optimiser les coûts et les rationaliser. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Une infrastructure, c'est un centre hospitalier résilient, donc 2 salles en réplication. Une migration des VM, et donc là, on est sorti complètement de VMware, on a basculé sur AHV. On a sauvegardé avec HQ, on en a très très peu parlé, mais IQ, c'est le spécialiste, le pure player de la sauvegarde pour AHV, quelque chose qui est vraiment simple et efficace pour sauvegarder donc les environnements sous AHV. Et en même temps, on a fait une montée en compétence des équipes du CH, parce que, mine de rien, on change d'interface, donc il faut quand même prendre le pas de ces nouveaux produits. Donc, on a mis 2 clusters dans chaque salle, parce qu'on a dû gérer un cluster dédié pour la base de données. Tu en parlais tout à l'heure avec le cas Oracle. 2 clusters, un cluster de 3 nœuds répliqué dans la deuxième salle. Donc ça, c'est pour la production. Et donc un petit cluster, un nœud dans chaque salle pour la partie Oracle. Le tout géré par un seul prisme central. Donc dans une troisième salle qui peut permettre de piloter cette résilience et de piloter les différentes opérations sur les 2 clusters. En termes d'intégration ELIAC, on a fait une intégration d'une dizaine de jours. Une bonne recette. On a mis 7 jours pour migrer les 200 VM, accompagné d'une chefferie de projet puis d'un transfert de compétences. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est un beau projet que nous avons pu mener et qu'on est en train, excusez-moi, de mener. Cette entreprise du secteur privé, elle voulait refaire son infrastructure en hyperconvergence pour éliminer les couches de stockage, les couches de réseau. Compliqué d'avoir quelqu'un qui fait du stockage, du zoning, quelqu'un qui fait de la machine virtuelle. Donc, il essaie de rassembler un petit peu ces métiers sur le principe même que je vous évoquais au début de la présentation. Une sortie de VMware, ça revient encore une fois, parce que là, les coûts étaient aussi exponentiels, notamment avec ces petites succursales. Et bien sûr, il fallait avoir de la résilience. L'objectif est donc bien sûr de rationaliser, d'optimiser les coûts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Identiquement,
une infrastructure résiliente sur deux salles, donc avec du PCA. Donc le principe du PCA, si je perds une salle, tout bascule dans la deuxième salle et j'ai pas de coupure de production. La migration des VM vers HV, là on a formé les équipes complètement avec un passage même aller vers, pour certains ingés, aller à la certification. Et puis donc surtout une plateforme qui est prête pour l'évolutivité, c'est-à-dire au moment du renouvellement des sites distants, au fur et à mesure, ils vont intégrer le cluster que nous avons centralisé. Et donc, c'est un petit cluster 3 nœuds, toujours avec son prisme central pour pouvoir gérer la réplication et la résilience des deux salles. Et quand on aura besoin, si on n'a pas suffisamment de place au sein des nœuds existants, nous rajouterons des nœuds au cluster pour permettre d'accueillir la charge, le workload des différents sites distants. En termes d'intégration, voilà, ça ressemble grossièrement à ce qu'on avait fait avant, avec une phase d'intégration, une bonne recette applicative, de la migration et de la formation. Le troisième cas d'usage, donc là, il est un petit peu différent. C'était pour une université qui, elle, avait commencé à travailler sur une solution sur base de VMware. Et puis, dans l'évolution, c'est vu en projection sur 5 ans, multiplié par 2, multiplié par 3 les coûts à venir, et sans avoir aucune certitude de pouvoir réexploiter le matériel déjà investi. Donc, ils ont fait un breakout complet. Ils se sont dit, on va repartir à zéro sur ce projet de VDI, donc le principe de virtualiser les postes des étudiants et de centraliser l'infrastructure pour pouvoir dire si j'ai 100, 200, 300 personnes qui vont venir se connecter, mais je suis en capacité de leur offrir cet espace de travail. Donc effectivement, sur la solution Nutanix, on a apporté un petit peu, on va dire, les piliers du VDI, de la simplicité de déploiement, de la performance optimisée, de la sécurité, une expérience utilisateur identique, quel que soit le connectant, quel que soit d'où il se connecte, il a la même expérience. Bien sûr, il y a une réduction des coûts, l'évolutivité, on en a parlé, montée des compétences des équipes et un accompagnement au démarrage. Pourquoi un accompagnement au démarrage? Parce que cette université, elle est un petit peu perdue dans le Pacifique. Je ne la nommerai pas, mais vous l'avez ciblée. Et donc, dans son projet, on a mis donc 4 serveurs centralisés. Là, on est sur du VDI, donc on n'a pas besoin de résilience. Si je perds un serveur, et les connectants vont sur les serveurs restants. Je n'ai pas besoin de répliquer sur 2 salles. Et puis donc, on a fourni également les licences VDI pour permettre d'accueillir la solution du poste de travail. Et puis, si j'ai des besoins supplémentaires, nous rajouterons bien sûr des. On a préparé en atelier, on fait une petite intégration sur site et logiquement, c'est du plug and play. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont plugger et on va les accompagner au démarrage en les accompagnant surtout sur les premières exploitations, les premiers démarrages. Donc toujours les fameux accompagnements dont je vous ai parlé avec la chefferie de projet et la formation. Et donc là, je vous ai couvert 3 cas d'usage qu'on a pu traiter ces 6 derniers mois au sein d'Eliac. Et je me retourne vers François pour voir effectivement ce que ça va être l'heure. Là, on a une 5-6 minutes pour évoquer les différentes questions, si vous en avez. Oui, tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de la présentation. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et puis, en effet, comme le présente Philippe, je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent de pouvoir répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Tiens, Philippe, je te propose de prendre la première, tout simplement. Alors, quelle est-elle? Est-ce que moi, je ne la vois pas? Ah, les sauvegardes. Alors, les méthodes. Alors, méthode de migration, Sébastien, on en a parlé. Oui, on a évoqué Nutanix Move et vous avez illustré sur les cas d'usage on va dire les périmètres de migration qui avaient été faits. On était sur du 160 à 200 VM en à peu près une semaine de migration. Ça vous donne une idée. Sachez que voilà, il y a eu des projets même de migration de plusieurs dizaines de milliers de VM qui ont été faits avec Nutanix Move. Dans 95% des cas, voire plus, Nutanix Move migrera la machine virtuelle sans aucun problème. Et puis des fois, il y a des machines qui sont un petit peu plus anciennes. Pour le coup, là, ce sera l'outil de sauvegarde restauration qui permet éventuellement de pallier au fait que Nutanix Move n'arrive pas à migrer cette machine virtuelle parce qu'on ne peut pas injecter les drivers correctement. Et dans ce cas-là, on va passer sur un mode un petit peu plus manuel, entre guillemets. Mais voilà, la migration se fait vraiment tranquillement. Alors, on parlait de sauvegarde. Vis-à-vis des sauvegardes, quelle solution est utilisée? Soit il y a eu un breakout de sauvegarde, effectivement, avec HQ, qui est donc une solution en pure player, Nutanix, mais ça marche très bien. J'en parle aussi parce qu'on le fait avec Vim, mais avec d'autres solutions du marché. Rubrik en est une, Commvault en est une autre.
Aujourd'hui, toutes les solutions, l'hyperviseur, il n'est pas neuf, hein, il a 11 ans, hein, HV. Donc aujourd'hui, Oui, il y a 65 solutions de sauvegarde ouais, au c'est qu'on dernier sait qu'on va décompte pas qui sont toutes les lister. supportées enfin, qui supportent Voilà. HV. Mais effectivement, voilà, je dirais pas que c'est un non-sujet parce que la sauvegarde est un réel sujet, mais aujourd'hui, ça serait quand même compliqué d'avoir une solution de sauvegarde qui soit pas pleinement efficiente avec Nuta, si vous me permettez cet acronyme. HQ en est une, Vim en est une autre, et aujourd'hui, on est encore dans les roadmaps des éditeurs, voilà, ils se mettent à jour sur les fonctionnalités que présentent Nutanix et AHV. On a une autre question. Quel est le fonctionnement des licences et du coût? Alors, le licensing va dépendre des services que vous allez utiliser. Ça va être soit au cœur, soit à la VM, soit à la quantité de stockage. Donc, pour tout ce qui est machine virtuelle, par exemple, hein, vraiment le cas le plus typique, on a du licensing soit au cœur pour un cluster de production, VM de production classique. Pour des environnements VDI, on va avoir du licensing qui va être à l'utilisateur. Et pour des environnements de type robot, on a un licensing qui peut se faire à la VM. Ce sont souvent des petits sites avec très très peu de machines virtuelles. Donc on peut ajuster avec du licensing à la VM. Mais Ce qui en permet tout cas, dans le d'ajuster, cas tu l'as d'usage dit. le plus courant, Ouais, c'est au cœur. Et ouais. après, tout ce qui va être, par exemple, stockage unifié, voilà, si on veut aussi déployer gérer des serveurs de fichiers ou du stockage objet sur un cluster Nutanix, ça va être au Tera, à la volumétrie présentée, vraiment à la volumétrie consommée, et pas à la volumétrie brute à l'intérieur des machines. Là, c'est vraiment au Tera. Petite question côté stockage, on me pose des questions, effectivement, on n'a pas voulu faire un deep dive technique parce que par rapport, voilà, pour rester un petit peu compréhensible et intelligible pour vous tous. Sur la déduplication, la compression, les snapshots immuables. Oui, alors on sait faire toutes ces fonctionnalités-là, hein, que ce soit compression, déduplication, et on a même ce qu'on appelle de l'erasure coding, qui va être très utile pour tout ce qui est stockage vraiment S3, vraiment data lake, des gros environnements de stockage. Donc voilà, compression, déduplication, on les active, ça dépend vraiment du workload. Il y a des workloads, si vous avez déjà des données compressées, bah, ça ne vaut pas nécessairement le coup d'appliquer la compression. Si par contre les données ne sont pas compressées, ben, on peut appliquer la compression, voire la déduplication. Et il y avait une dernière chose que tu veux dire, oui, les snapshots. Donc on a aussi des mécanismes de snapshot qu'on peut rendre immuables. On peut même mettre en place une chaîne de validation quand quelqu'un veut supprimer un snapshot sans passer par le côté immuable. On peut avoir ce côté approbation qui nécessite 2-3 personnes dans une chaîne d'approbation avant de pouvoir supprimer le snapshot en question. Et c'est les snapshots qui sont à la base de la partie réplication, notamment quand on veut aussi faire du disaster recovery. Alors, il nous reste moins de 2 minutes, on va essayer d'aller faire vite. Je vois, on me pose une question sur la certification. Il y a tout un programme de certification pour les ingé systèmes, donc déjà des labs, des tests. On peut faire un POC, effectivement, et là, effectivement, les gens de Nutanix peuvent venir sur place, les gens d'Eliac peuvent venir sur place, les gens d'HQ, on en a parlé, peuvent venir sur place. Donc, il y a tout un accompagnement à 4 mains technique, et effectivement, tout un programme de certification pour monter en compétences, aussi bien sur l'architecture que sur l'intégration. On va parler sécurité, parce qu'effectivement, Oui. on nous parle pas mal, voilà, la réglementation NIS2 qui est arrivée, et donc, on a toute une bloc. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors, déjà, on intègre des mécanismes de vérification et d'optimisation de la sécurité dès nos phases de développement. Et bien sûr, sur les versions qui sont réalisées, on a le plus haut niveau de sécurité qui est validé. Il faut savoir qu'un cluster Nutanix, quand vous le déployez, il est au niveau le plus sécurisé de manière automatique. Pour ceux qui connaissent un peu ce domaine-là, pour chaque solution IT qu'on déploie, il y a souvent fourni par l'éditeur ce qu'on appelle un hardening guide qui permet d'augmenter le niveau de sécurité au plus haut avec toutes les recommandations possibles et imaginables pour faire tourner ce genre d'environnement sous des contraintes relativement importantes de réglementation. Un cluster Nutanix, c'est son niveau par défaut. On a un hardening guide qui existe, qui est plus une documentation de ce qui est fait que quelque chose qu'on va appliquer. Il n'y a pas besoin de le faire de manière automatique, il est au niveau le plus haut. Et si en ligne de commande, quelqu'un s'amuse à descendre le niveau de sécurité du cluster Nutanix, automatiquement, il y a un mécanisme d'auto-réparation qui va faire en sorte de remettre le niveau le plus sécurisé sur ce cluster-là. Donc ça, c'est déjà pour
la partie couche Nutanix en elle-même. Et vous avez même dans Prisme Central une page dédiée à la sécurité où vous pouvez voir l'état de sécurité de votre cluster. Vous avez même les informations des CVE qui auraient été rapportées sur la version que vous faites tourner et quelles sont les versions Nutanix qui corrigent ces CVE. Donc on voit ça pour un RSSI, c'est vraiment le truc idéal. On voit tout de suite si on est à jour, pas à jour, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui, elles, vont être plus liées aux applications, notamment la microsegmentation. Vous savez, c'est une recommandation de l'ANSI de mettre en place des solutions de microsegmentation qui sont une sorte de firewalling est-ouest. On a le firewall classique nord-sud qui protège de l'extérieur vers l'intérieur. Le firewalling est-ouest, c'est éviter finalement le rebond d'une machine vers une autre. Quand un assaillant entre dans le système d'information, sa première étape, c'est d'essayer d'élever ses privilèges. Et puis après, c'est essayer d'infecter le plus de systèmes en passant de l'un à l'autre. La microsegmentation, c'est bloquer les flux de communication illicites entre deux applications, entre les utilisateurs et une application. Si c'est un serveur web, ça se fait que au travers du 443. On n'autorisera pas une connexion sur le port 22 en SSH d'un utilisateur. Par contre, ce sera peut-être possible depuis une station d'admin. Voilà, c'est mettre en place toutes ces règles qui rendent licites ou illicites les communications inter-machines virtuelles. Sur la partie, il y en a plein, je ne vais pas toutes les évoquer, mais je vais en donner une dernière. Sur la partie serveur de fichiers, par exemple, on a des mécanismes d'audit qui vont être capables de détecter les attaques de type ransomware de manière proactive et qui vont bloquer ces attaques. Et grâce à tous les mécanismes de snapshot qu'on peut mettre en place, être capable de faire de la rémédiation et restaurer les fichiers qui ont été corrompus. Donc on est averti de l'attaque, on sait quels fichiers ont été éventuellement modifiés avant que la détection se soit faite. La détection est très rapide, mais il va y avoir forcément quelques fichiers qui vont être potentiellement chiffrés, et on sait surtout fournir le mécanisme de retour à une version antérieure du fichier pour faire en sorte que finalement l'attaque n'ait que peu d'impact. Ok, je te remercie. Puis on parlera aussi de chiffrement. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, effectivement, pour qu'on puisse faire une présentation particulière sur vos cas d'usage. Je regarde juste une toute petite dernière, et je déborde un tout petit peu, parce que c'était il y avait une question qui me semblait sur les mises à jour, on en a parlé, c'est du one-click upgrade. Ce serait surtout sur le legacy des vieilles VM en 2008, en 2012, sur du Microsoft. Comment ça se passe? On supporte tous les. Dans notre matrice, on a une matrice de compatibilité qui est consultable sur le site Nutanix. Il n'y a absolument aucun souci, elle est ouverte. On va supporter tout ce qui est OS 64 bits. Donc sur du 2008, de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait de version 64 bits. Et 2012, ça commence à la R2, si je ne dis pas de bêtises. 2008, il y a eu le premier, en R2 aussi. Ouais. À partir du moment où c'est un système 64 bits, ça fonctionne. Exactement. C'est pris en charge. Ouais. Voilà, c'était pour. J'avais une bonne question. Et puis effectivement, après, on peut s'adapter sur pas mal. On parlait de plateformes telles que Dell Protect, StoreRuns, HPE, dans des interfaces de déduplication qui, elles, sont agnostiques de solutions. Donc, on envoie en fait de la donnée. Et ça, typiquement, si je prends un Vim, il est capable de prendre. C'est la sauvegarde Vim que je vais poser sur l'interface de déduplication, qu'elle soit donc de la data domain ou de la StoreRuns d'HPE. Donc, ça sera plus traité par le système. Il me semble qu'aujourd'hui, il est possible de dégager des snapshots Nuta vers des appliances tierces ou pas? Alors, pas nativement, en tout cas pas géré par Nutanix. Et on est capable de les récupérer avec des stocks de backup et les c'est plus exploiter les stocks en de tant que backup. tel. Voilà. Et donc là, du coup, ça devient agnostique sur là où on va les positionner. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu des questions. Le message, c'est de dire, oui, c'est possible. Il n'y a pas de problématique pour aller vers Nutanix. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et vers vos commerciaux ELIAC pour qu'on puisse approfondir les différentes problématiques que vous pourriez avoir et les sujets de transformation que nous pourrions opérer avec vous. Voilà, je vous remercie pour votre. N'hésitez pas. Alors, là, c'est moi.
Vous allez avoir, j'ai oublié, excusez-moi, je vais me faire taper sur les doigts. Prenez le petit QR code pour donner votre avis sur la présentation que nous venons d'effectuer avec Sébastien et François. N'hésitez pas à revenir vers nous et à remplir le formulaire, le questionnaire qui vous a été envoyé au tout début de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Merci François. à tous. Merci encore, Eliade. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.